you did to me! And that's for everything else I can't even remember! À l'approche de la sortie de Remember Me, un jeu d'action-aventure cyberpunk situé dans un néo-Paris visuellement épatant, nous avons été visiter le studio de développement Dontnod, situé dans le 19e arrondissement de Paris. L'occasion pour nous de prendre en main le jeu, mais aussi d'aborder des thématiques variées, comme la narration, la musique, les choix de design ou encore la difficulté de produire un jeu AAA en France. Nous avons donc rencontré certains membres clés de l'équipe ayant travaillé sur ce titre édité par Capcom. Comme Oscar Gilbert, directeur général de Dontnod, qui a travaillé 2 ans chez Ubi en tant que producteur, a dirigé un studio de développement en Belgique et a également bossé chez Criterion sur le moteur Renderworld. On a commencé le studio en 2008 avec 5 associés, Hervé Bonin, directeur de production, Jean-Maxime Maurice, directeur créatif, Alexis Briclot, directeur artistique, et Alain Damasio, notre scénariste et directeur narratif. Donc on a commencé en 2008, on était 5. Premier employé nous a rejoint, je crois, en juin 2008. Et puis petit à petit, on a grossi. Et aujourd'hui, en pic de production, on dépasse la centaine. Alors évidemment, on se demande s'il était difficile de lancer un titre aussi ambitieux, un AAA pour reprendre le jargon du milieu, en France. Sachant que la production du jeu a connu des hauts et des bas, comme nous avons déjà pu le voir dans le double Extra Life précédemment consacré à Remember Me. Alors c'était finalement pas si compliqué que ça, c'est étonnant de dire ça parce que ça paraît incroyable, mais en fait on avait défini moi j'avais défini cette stratégie dès le départ. Je voulais faire des titres ambitieux, je voulais faire un truc qui a vraiment la qualité des plus beaux jeux réalisés dans le monde. Et on a eu ça dès le départ. Et le fait de s'être placé là au début, certaines personnes disaient mais vous êtes complètement fou, vous n'allez jamais y arriver. Mais en fait, d'avoir tenu cette stratégie, finalement, ça a été un facteur différenciant qui a fait qu'on a réussi à séduire d'abord en 2008 le Grand Prix d'innovation ministère de la Recherche, donc sélectionné, il y avait 1000 entreprises qui ont candidaté à ça, on a été choisis, une centaine ont été choisis et 5 qui ont touché le maximum de la subvention, dont nous. Et voilà, on s'est dit, voilà, on veut vraiment faire un truc de qualité, de haut niveau. Voilà, on a réussi ce concours. Ensuite, le fait d'avoir été présélectionné de cette manière-là a séduit des business angels qui, eux, nous ont financé pour commencer à recruter, monter, faire un prototype, séduire Sony. On séduit Sony. Ça faisait 3 ans que Sony n'avait pas signé avec qui que ce soit. Et nous, bam, on arrive là et ils signent avec nous. Le dernier, c'était Quantic en Europe. On bosse avec eux, on fait des super assets. Bon, il y a des changements de stratégie chez Sony, on arrête avec eux, on repart avec Capcom assez vite finalement, et on fait ce jeu. Et je me dis que non, c'était pas si difficile que ça. On a fait les choses les unes après les autres, même si effectivement il y a eu des... Quand Sony vous annonce qu'on change de stratégie, c'est toujours un petit peu dur, mais finalement voilà, ça nous a permis de reprendre les choses qu'on avait déjà fait, de les pousser un peu plus loin, de changer certaines choses dans le concept, de faire quasiment un nouveau projet avec Remember Me. On était sur Adrift, on est passé sur Remember Me. Donc voilà, c'était une belle histoire. Je dirais que c'était un rêve, vraiment un rêve qu'on a eu quand on était 5, il y a 5-6 ans déjà, qui est devenu une réalité aujourd'hui. Parmi les cofondateurs de Dontnod, on trouve un intrus. Un intrus dans le sens profil atypique, une personne dont le background n'est pas lié aux jeux vidéo, mais à la littérature. Je suis Alain Damasio, donc à l'origine écrivain de science-fiction et de fantastique, novelliste aussi un petit peu. Maintenant, depuis 5-6 ans, scénariste aussi, donc j'ai fait 2 séries télé qui n'ont pas vu le jour, mais qui m'ont formé, BD et là jeux vidéo, donc, et sur Dontnod, donc j'étais cofondateur du studio. Donc ils étaient 4 au départ, ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient justement une narration très, très pointue, en tout cas très déployée. Et voilà, j'avais été Grand Prix de l'Imaginaire, j'avais ma petite réputation, du coup ils ont été me chercher et ils m'ont dit on a un tout petit pitch, tu nous fais un univers avec ça. Et donc je me suis lancé dans le projet. Au début c'était marrant parce que c'était un projet qui n'était absolument pas financé. Pendant 1 an on s'est vu le lundi soir et on buvait les bières et puis on délirait. Et moi j'ai fait beaucoup de projets comme ça, il n'y avait pas d'argent, et puis ça me gênait pas. Et puis il se trouve que l'argent est tombé, et du coup c'est devenu un énorme truc, quoi. Et donc j'avais mis un petit doigt, puis je me suis retrouvé avec tout le bras embarqué dedans pendant 3 ans, et ça a été très riche.
Aujourd'hui, Alain travaille sur un scénario de long métrage animé avec Yann Kounon et l'immense Marc Caro, basé sur son second roman, La Horde du Contrevent. Alain n'est pas un gamer à la base, même s'il a joué à la série Uncharted sur les conseils de Jean-Maxime, le directeur créatif de Remember Me, ainsi qu'à FIFA et Soulka pour le plaisir. Donc je suis arrivé vraiment comme un candide, quoi, le pur noob arrivant, tu vois, sur le secteur avec ma culture plutôt philosophique, sociologique et littéraire, quoi. Mais c'est ce qu'il voulait en même temps, quoi. C'est ce qu'il voulait. Il voulait quelqu'un qui vienne vraiment hors du sérail et qui apporte une nouvelle vision, un nouveau souffle là-dedans. L'aventure Remember Me a débuté sur un simple pitch qui a su séduire Alain Damasio. C'était donc Hervé Bonin, un des 4 fondateurs qui venait de l'industrie et qui quelqu'un qui a des très bonnes idées, je veux dire, narrativement. Et il avait, je sais pas si c'était lié à sa vie, mais un concept de dérive. C'était ça son... Et il voulait un Paris futuriste 2080-2090, monter les eaux, à moitié inondé, un quadragénaire à la dérive là-dedans, un côté un peu polar, un peu film noir. Et puis, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de SF, il voulait des gens en réalité augmentée. C'est-à-dire quand tu te balades dans la rue, t'avais sur le névrax cervical une sorte de réalité augmentée. J'avais juste ça, quoi, voilà, c'était... Et en fait, je suis parti du concept de réalité augmentée en me disant, bon, c'est hyper classique, c'est hyper cyberpunk, machin. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et j'ai développé l'idée de ce module capable d'enregistrer sur le système nerveux central des informations. C'est-à-dire, je me suis dit, si on pouvait coder et décoder le système nerveux central, et du coup enregistrer chaque événement de notre vie, numériser entièrement la mémoire, qu'est-ce que ça donnerait, quoi, voilà. Et on est parti sur cette idée de digitalisation de la mémoire, et après de piratage de la mémoire, de partage de la mémoire, de vol, de trafic de la mémoire, etc. Donc de fonder une société entièrement sur l'échange économique de souvenirs, en fait. Donc ça a été ça le concept de départ. Un concept qui n'a été que très peu modifié malgré les aléas de la production du jeu. On a essayé de bâtir vraiment avec Stéphane et puis toute l'équipe, parce qu'on a été à un moment donné, pendant 8 mois, j'ai embauché une équipe de 7 personnes. Il y avait 4 écrivains de SF, il y avait des réalisateurs, il y avait des dialoguistes, etc. On avait vraiment une équipe qui était chouette et riche. Et on a essayé vraiment de bâtir un Néo-Paris 2084 crédible, consistant, avec une vraie cohérence interne, autour de cette idée d'économie mémorielle, quoi. On a beaucoup bossé dessus, il y a 1200 pages de bible narrative, donc c'est un énorme boulot, vraiment, c'est un énorme boulot, qui pourrait générer je sais pas combien de romans, de nouvelles, de films, etc. On a vraiment une base que je trouve super intéressante. Et la fierté, c'est que le concept n'a pas été touché du début à la fin. C'est-à-dire que Jean-Maxime Maurice a été extraordinaire dans la faculté à tenir le cap du concept de départ, tu vois, et à le maintenir, à le développer et à le vendre auprès des éditeurs, mais aussi auprès de la presse. Je trouve une capacité extraordinaire à valoriser la dimension justement spéculative du jeu, quoi. Donc ça, c'est ma fierté. C'est que le principe est là, le principe d'une technologie intrusive, manipulant les gens et faisant écho à ce qu'on vit nous avec Facebook, avec les réseaux sociaux, avec toutes les technologies intrusives qu'on a autour de nous, qui sont énormes maintenant, et la traçabilité des êtres, des choses, a jamais été aussi forte qu'en 2013. Et puis ça va continuer. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un monde extrêmement contrôlé, extrêmement géré et autogéré. Et que par rapport à ça, il faut prendre conscience de l'aspect extraordinairement intrusif que ces technologies ont amené. Outre sa direction artistique et sa narration, Remember Me s'appuie également sur une bande-son surprenante composée par Olivier de Rivière. Ce dernier est connu pour la superbe BO du dernier Alone in the Dark, mais aussi pour avoir collaboré avec de petits studios indés comme Spiders sur Of Orcs and Men. Olivier n'a pas été pistonné du fait de sa nationalité française. Il a répondu à un appel d'offres de Dontnod, un concours auquel de nombreux compositeurs internationaux ont participé. C'est finalement son approche qui a été retenue pour son originalité. Il va maintenant nous parler de son travail sur Remember Me. La première étape, c'est la rencontre avec le creative director, qui est Jean-Max Maurice, qui lui, en fait, me transfère tout son jeu, toute sa vision. Et c'est là où Remember Me est très particulier, c'est que pour autant que la plupart des jeux sont dans des univers plutôt réalistes, plutôt contemporains, où on a nos repères, Remember Me, ils ont tout inventé. Mais ils ont tout inventé depuis, on va dire, ce Néo-Paris complètement haussmannien sur sa base et ses structures futuristiques, mais jusqu'à la boîte de la canette, tout a un sens, tout est cohérent. Donc lui, quand il m'a balancé tout ça, Jean-Max, il faut savoir que moi, ça faisait 2 ans qu'il y pensait, moi ça faisait 2 heures que je connaissais, j'avais l'impression de me prendre un tsunami. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même très confus, quoi, c'est très confus. Et c'est le mot un peu qui ressortait, c'est-à-dire Ninine, elle a perdu sa mémoire, elle est confuse, elle est perdue et tout ça. Donc cette première étape, c'est essentiel, c'est-à-dire la rencontre avec le créatif, et parce que ça me permet à moi d'absorber tout ce qu'il me dit et de commencer à le transformer en musique, mais seulement
d'une manière désolidarisée du jeu. C'est vraiment lui et moi, on parle, et il me donne ses concepts, et moi je les transmets en musique. Donc ça c'est la première étape. La seconde étape, c'est quand on voit le jeu, la structure sur papier, encore une fois, et on se dit, bon bah voilà, chapitre 1, 2, 3, 4, et puis là il y en a 8, et ben ce thème-là, cette instrumentation-là, où est-ce qu'on la met? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc on fait la structure. Donc en fait, on envisage tout le jeu avant même qu'il existe, musicalement. Parce que ça permet au Creative Director de savoir où est-ce qu'il en sera vis-à-vis de sa musique aussi. C'est-à-dire que c'est pas une fois que j'ai fait mon jeu, je vais mettre la musique. Non, c'est tiens, oui là, le mood, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel je veux que le joueur soit, c'est ça. Donc ça c'est la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est quand on part vraiment en prod, c'est-à-dire que eux, ben, on va dire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans parfois, ils font le jeu, ils arrivent à un niveau suffisamment avancé pour que moi je puisse venir dans les studios, jouer au jeu et commencer à discuter avec eux de la manière dont la musique va pouvoir s'intégrer. Et c'est là où je suis en rapport direct avec le directeur créatif Nicolas Tepliski, qui lui met en place tout le système et qui fait que moi je compose en fonction de la technologie et aussi des intentions de Jean-Max. Contrairement à Alain Damasio, Olivier est un gamer averti, un vrai, ce qui l'a aidé dans son approche musicale des phases de gameplay. Étant moi-même joueur, je cherche toujours à savoir quelles sont les mécaniques de gameplay essentielles du jeu. Pour Remember Me, il y en a 2 globalement. La première, c'est les combats, c'est à peu près 50% de l'expérience. La deuxième, c'est le Memory Remix. Jean-Max, lui, ne souhaitait pas de musique sur le Memory Remix, parce qu'avec Nicolas, il voulait faire des effets, des trucs comme ça, donc tant mieux, ils avaient leur vision. Et de l'autre côté, il y avait les combats. Et les combats, je considérais en tant que joueur que d'arriver dans un combat et d'avoir la musique combat et d'en sortir de sorte à ce qu'il ne se passe rien d'autre que cette musique-là, c'était un peu normaliser l'expérience, faire en sorte que on allait vivre tout le temps la même chose. Et comme le jeu, donc ça parle beaucoup de l'organique qui devient digitalisé, numérique. On s'est dit on n'a qu'à rendre les combats le plus organique possible, à savoir dépendant de ce que le joueur va décider de faire. C'est-à-dire que si le joueur est dans une ascension de réussite, la musique va en fait le pousser à continuer. Donc comme ça fonctionne par des combos, c'est-à-dire que tu fabriques toi-même tes propres combos et tu les appliques. Si tu appliques le combo, au moment où tu appliques le combo, la musique commence à grandir. Et c'est ça, dépendant de comment tu appréhendes le combat. Donc il y a un joueur qui va peut-être finir un combat en se disant « Oh là, c'était génial le combat, je me suis éclaté » et tout ça, alors que l'autre qui aura galéré n'aura jamais eu la bonne musique de soutien, mais c'est pas punitif non plus, la musique elle est pas là à faire c'est juste qu'en gros on cherche à rendre aux joueurs ce que beaucoup de joueurs attendent, c'est-à-dire un reward. C'est-à-dire tiens, j'ai réussi mon combo, j'ai réussi le combat là, j'ai quelque chose en plus. Voilà quoi. Donc ça a été vraiment la partie la plus délicate vis-à-vis de l'implémentation pour les combats. Et bien sûr, on a mis ce système-là pour beaucoup de combats, mais il y a des combats qui sont uniquement narratifs, c'est-à-dire la musique, elle évolue pas en fonction du combat, mais c'est une musique narrative qui, parce qu'on vient de là et qu'on va aller là, il se passe quelque chose d'autre. Donc on casse aussi les codes. C'est Remember Me, c'est très dirigiste, donc on n'est pas dans un contexte tu fais ce que tu veux. Par contre, comme c'est dirigiste, nous, on fait ce qu'on veut de toi. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de casser parfois les habitudes du joueur pour justement éviter qu'il se dise « Ah, je sais ce qui va se passer ». Pour conclure ce reportage, nous avons posé quelques questions à Jean-Maxime, directeur créatif du jeu, qui fait un point sur la production délicate de Remember Me. Bah oui, il y a eu des hauts débats, il y a eu énormément d'adversité par moments, de facteurs exogènes qui sont rentrés dans le fonctionnement du studio, mais ça a toujours été un tel plaisir, un tel kiff de porter cette vision et de la partager et d'avancer ensemble avec tous ces gens que j'en tire une satisfaction totale aujourd'hui à l'orée de la sortie du jeu et je changerai rien, je changerai même pas le moindre obstacle sur lequel on a dû buter, gravir, passer. Non, parce que tout fait partie de ce qui nous a amené ici aujourd'hui à parler avec vous du jeu. Get off of me! Remember Me est un jeu linéaire. Jean-Maxime nous explique les raisons de ce choix, sachant qu'un jeu de ce type possède, ce qui peut paraître surprenant, un coût de développement équivalent à celui d'un jeu open world. Si on parle de jeux AAA, alors c'est tout à fait vrai, effectivement, ça coûte quasiment aussi cher en fait de construire un monde vraiment cohérent, fort, narrativement, émotionnellement, etc. en linéaire, que de produire un jeu
en monde ouvert ou semi-ouvert, où effectivement le gameplay va être beaucoup plus systémique et où à partir de simples systèmes et de mécaniques de gameplay, on va bâtir une expérience qui sera moins narrative mais qui sera tout autant du jeu vidéo. Et moi j'ai aucun jugement de valeur, l'un est mieux que l'autre, non, c'est deux façons d'aborder les choses différemment. Mais je pense qu'il y a une autre catégorie de jeu qui s'est dessinée, alors là c'est pour moi c'est le quadruple A, et où tu peux avoir les deux effectivement. Et c'est, là on parle de studio, tu parlais de Far Cry 3, là on commence à parler de taille d'équipe beaucoup plus conséquente, et je pense que Far Cry 3 est le bon exemple d'un jeu où là la narration est excellente et fait à la fois du linéaire sur certaines portions et à la fois du systémique, mais avec tellement de détails et de sens dans absolument tout ce que tu vois, que c'en est vraiment extraordinaire. Et puis t'as les GTA, t'as les Red Dead, t'as les Assassins, et ça, c'est un type de jeu, alors où il faut être peut-être 800, 1000 pour le faire. Nous, on n'est pas de cette taille-là, on a été une centaine de personnes au maximum, et on a choisi nos batailles. Notre but, c'était de raconter une histoire dans un univers. C'est l'histoire de Nilin, à Néo-Paris en 2084, et on a choisi une structure linéaire parce que c'était ce qui nous permettait de garder un maximum de contrôle sur les événements, les émotions que le joueur allait traverser. Il fallait effectivement, comme tu le dis, que ce soit soutenu par un univers fort pour jamais lasser. C'est le cas visuellement, c'est le cas aussi au niveau de la musique. Et il y a quelqu'un qui a joué au jeu récemment et qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il m'a dit, c'est pas un open world, mais il y a tellement de détails, dès que je m'arrête, je suis capable de me perdre sur un seul plan de caméra. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans Remember Me, si tu t'arrêtes, tu vas pouvoir tourner la caméra un petit peu partout, et tout ce monde, tu vas pouvoir te créer vraiment une histoire autour de ça, extrapoler à partir de ce que tu vois à la caméra, parce qu'il y a énormément de passerelles vers l'imagination. Le succès de Remember Me dépend de nombreux paramètres. Séduisant, le jeu l'est incontestablement grâce à son univers travaillé, s'appuyant sur quelques-uns des piliers abordés dans ce sujet, sa narration, sa musique, sa direction artistique et une équipe motivée, ambitieuse, qui a su garder le cap malgré une production compliquée. Le gameplay est là aussi et se démarque par un système de combat original permettant aux joueurs de façonner ses propres combos. Sans oublier bien sûr les fameuses séquences de remix où l'on peut manipuler les souvenirs d'un PNJ. Un jeu à suivre donc, qui sera prochainement critiqué dans son 1% à l'occasion de sa sortie le 7 juin prochain. The name is Lilith. This time, you'll remember me.